À la une ce soir, la grève des surveillants de prison, régulièrement agressés, insultés. Les gardiens de prison ont rejoint le mouvement de protestation nationale. Ils ont bloqué les accès aux établissements pénitentiaires aujourd'hui et promettent de se mobiliser de nouveau si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Faut-il croire les élus sur le dossier de l'eau? La déclaration solennelle de 4 présidents de communautés d'agglomération n'a pas éclairci l'horizon quant à une gouvernance unique de l'eau. Les collectifs d'usagers doutent. Nous écouterons les explications de Linda Kayarsi. Que faire de nos déchets? La région Guadeloupe a lancé ce matin une vaste concertation. Objectif de celle-ci, établir un plan de gestion des déchets sur les 12 ans à venir, un secteur qui pourrait bien entraîner des investissements qui pourraient agir favorablement sur l'emploi, nous le verrons. Et la piscine intercommunale de Rivière-des-Pères ne fermera pas ses portes. Endommagée par l'ouragan Maria, elle sera remise en état. En attendant, c'est une piscine de mer qui pourrait pallier le manque de cette infrastructure. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Je suis ravie de vous retrouver. Suite à l'agression de 3 dealers par un détenu radicalisé dans une prison du Pas-de-Calais, un vaste mouvement de protestation s'est propagé à travers les centres pénitentiaires du territoire pour réclamer plus de sécurité. Une nouvelle agression qui a attisé également la colère en Guadeloupe. Les agents des centres pénitentiaires avaient bloqué ce matin les accès aux établissements. Faute d'écoute, ils promettent de poursuivre le mouvement. Reportage Anne-Elisabeth Artsen, Moïse Dexter. À l'instar de leurs collègues du nord de la France, les agents du centre pénitentiaire de Fonsarail rejoignent la mobilisation nationale. Ce matin, on était plus de 80 personnels à bloquer l'établissement. Nous nous mobilisons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que jeudi dernier, nous avons eu 4 collègues qui ont été agressés par un terroriste. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'à Bemaro, nous n'avons pas de terrorisme, mais nous avons des détenus à profil très très difficile. Nous avons eu un collègue en novembre dernier qui a été ébouillanté. Nous avons eu 2 collègues féminins qui ont été aussi agressés. Le syndicat dénonce par ailleurs le manque de solutions concrètes apportées par l'administration. Je ne veux pas vous cacher, ils ont fait pas beaucoup de choses pour nous, je dirais. Ça avance tout doucement, mais ce que nous voulons, parce que nous sommes en urgence absolue dans l'établissement. Les détenus se font agresser entre eux. Les agents pénitentiaires sont agressés aussi régulièrement. Donc nous n'en pouvons plus. Donc aujourd'hui, nous nous mobilisons pour l'effectif, je dirais aussi pour notre sécurité. Les agents du centre pénitentiaire de Fonsarail devraient reconduire leur mobilisation ce jeudi et entendre durcir le mouvement dans les semaines à venir. Faut-il croire les élus sur le dossier de l'eau? Après la publication de la déclaration solennelle de 4 présidents de communautés d'agglomération pour trouver un consensus, les voies et moyens pour trouver une solution durable pour faire revenir l'eau dans les robinets semblent encore plus troubles pour les collectifs d'usagers. Les explications de Linda Kayarsi. Une déclaration solennelle des présidents des communautés d'agglomération qui témoignent de leur volonté de tout mettre en œuvre pour que chaque Guadeloupéen ait de l'eau à son robinet. Pour les défenseurs de l'eau, un air de déjà-vu, pire, un écran de fumée. L'histoire de l'eau est traitée depuis, et enfin de façon formelle, depuis 2009. En mars 2009, il y a eu un protocole qui a été signé par tous les élus, avec l'État, à l'époque avec LKP, qui prévoyait déjà qu'il fallait avoir une structure unique de gestion de l'eau, qui disait également qu'il devait avoir un prix unique de l'eau sur le territoire, qui disait également qu'il fallait arrêter les poursuites concernant les clients qui avaient des retards de paiement alors que les factures étaient des factures erronées. Et aujourd'hui, malgré l'annonce d'un énième plan biennal d'action prioritaire à hauteur de 71 millions d'euros, et d'un autre plan, cette fois-ci global, pluriannuel d'action et d'investissement de 600 millions d'euros sur l'eau potable, par les présidents des communautés d'agglomération, on est encore bien loin du compte. Les communautés d'agglo qui parlent de 71 millions d'euros ne disent pas quelle est leur participation, notamment la communauté d'agglo du Sud-Bastère qui ne paie pas ses fournisseurs, qui régulièrement est bloquée par un entrepreneur de l'eau sur ses travaux d'eau qui se plaint de ne pas être payé. Et généralement, cette communauté d'agglo aussi fait l'objet de mandatement d'office pour l'eau qui est consommée par les habitants de Capesterre-Belle-Eau, et effectivement, et que la communauté d'agglo du Sud-Bastère ne paie pas. Quelle est la capacité aujourd'hui de cette communauté d'agglo de participer financièrement à ce plan de 71 millions d'euros? Dans cet épineux dossier de l'eau, seule garantie pour les collectifs des usagers de l'eau,
une nouvelle gouvernance. Une gouvernance dite partagée. Nous nous disons que, comme l'État dit, qui met l'argent, on n'a pas à aller chercher à droite et à gauche, l'argent est là. Mais l'État veut qu'il y ait une gouvernance partagée. Donc il faudrait cette structure unique. Il faut cette structure unique pour qu'il y ait une usine de production et de distribution d'eau pour pouvoir donner de l'eau. Parce qu'aujourd'hui, personne n'en parle du prix de l'eau, à quel coût et comment. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'il faudrait dans cette structure-là, qu'il y ait les usagers qui ont droit à dessus, qu'il y ait les socioprofessionnels, qu'il y ait les élus, bien entendu, mais qu'il y ait aussi les techniciens qui travaillent. On ne peut pas vouloir gérer de l'argent sans qu'il y ait une structure, parce que vous savez très bien qu'il y a eu beaucoup de disparités au niveau de l'argent et au niveau de l'eau. Et ça a causé des dégâts considérables que nous ne pouvons plus cautionner aujourd'hui. D'ici là encore, une fois de plus, bon nombre de foyers guadeloupéens devront faire preuve de patience pour espérer revoir l'eau couler de manière continue dans les robinets. Et puis aujourd'hui, la région Guadeloupe a lancé une grande concertation sur le plan local de prévention et de gestion des déchets à l'espace régional du Rézé. Il s'agit d'un document stratégique qui définira la politique locale des déchets sur 12 ans, un secteur qui pourrait bien entraîner des investissements et agir ainsi favorablement sur l'emploi. Reportage Linda Kayersi. Ce matin, coup d'envoi des ateliers de concertation pour l'élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets. Un plan stratégique qui définira la politique locale des déchets sur 12 ans. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas bons. C'est-à-dire aujourd'hui, nous enfouissons 75% de nos déchets et recyclons 25%. Donc, un des objectifs, c'est d'inverser ce ratio. Et nous nous fixons des étapes que nous validons avec nos partenaires, à savoir qu'en 2030, eh bien, nous aimerions arriver à 50% d'enfouissement, 50% de recyclage. Et c'est vrai que l'objectif ultime, c'est d'aller vers les directives européennes qui portent à 90% le recyclage et 10% d'enfouissement. Pourtant, les efforts poursuivis par les agglomérations, le CIVAD et la communauté de communes de Marie-Galante, depuis une dizaine d'années en faveur d'une meilleure gestion des déchets, commencent à être porteurs de résultats significatifs. Nous avons fermé 16 décharges. Aujourd'hui, 85% de la population a accès au tri, que ce soit par les bornes d'apport sélectif, que ce soit par la déchetterie. Et puis, nous avons quand même mis en place 16 filières opérationnelles de recyclage qui génèrent 900 emplois. On peut encore faire mieux. En termes de filières opérationnelles, on pourrait mettre des filières sur le textile, sur le meuble, sur les chaussures. Objectif donc, passer d'une économie linéaire, reposer sur le modèle extraire, transformer, utiliser, jeter, à une économie circulaire, fondée sur le modèle fabriquer, utiliser, réutiliser, réparer, recycler. Et les projets sont nombreux. Produire de l'électricité à partir des déchets. Donc il y a d'abord une étape qui consiste à récupérer les déchets chez les ménages, donc faire la collecte qui est déjà faite actuellement de façon assez classique, et puis de transformer ce déchet en une matière combustible qui sera ensuite utilisée pour faire de l'énergie. Sachez que 3West, qui a été développé sur une plateforme dans le sud de la France, permet effectivement de valoriser 92% au jour d'aujourd'hui des déchets ménagers entrant à l'intérieur de ce site. Donc c'est vraiment un gros projet parce que l'idée, comme vous le savez dans le cadre de la loi de transition énergétique, c'est de réduire au maximum l'enfouissement des déchets et on s'est inscrit là-dessus depuis maintenant 3 ans. Tous les projets feront l'objet d'appels d'offres. Ils seront lancés par la région Guadeloupe. Pour être retenus, ils devront être compatibles avec le plan régional de prévention et de gestion des déchets. Les travaux du plan vont durer 1 année. Et si la probabilité de voir son avion s'écraser est infime, les autorités demeurent sur le qui-vive. Ce mardi avait lieu en Guyane un exercice de simulation d'un crash d'avion non loin de la forêt amazonienne dans la commune de Roura. Une manœuvre grandeur nature qui a nécessité la présence de 150 sauveteurs, pompiers et gendarmes. Le reportage de Pierre Tréfou. Pour se rescaper d'un crash d'avion, ces jours ne sont pas comptés. Les secouristes sont vrais, les outils aussi. Seule la blessure et le crash ne le sont pas. Il s'agit d'un exercice SATER, un exercice de secours aéroterrestre, qui a simulé un crash d'un aéronef. Beaucoup de moyens ont été déployés pour l'exercice et c'est le sous-préfet qui est le directeur des opérations, dont le rôle est la coordination des équipes de secours. 24 familles qui sont toujours présentes à l'aéroport, prises en charge par le service de l'aéroport et accompagnées en particulier par des psychologues de la CUMP, du SAMU, qui sont venus en renfort. Voilà. Okay.
Donc là maintenant, on sait qu'on a 25 décédés, 20 blessés. Donc la priorité c'est la prise en charge des blessés, bien entendu, pour faire des évacuations et traitements médicaux. L'autre sujet ça va être l'enquête, l'identification. Donc là c'est les services de gendarmerie qui sont en charge de ce volet-là, pour identifier un maximum de personnes dans un temps le plus contraint possible, de façon à renseigner les familles. Le sous-préfet qui est DOS, donc directeur des opérations de secours, et en fait l'ensemblier, le coordinateur. J'ai le pilotage et l'animation de toutes les équipes qui se trouvent sur le site à ma charge. C'est les services des pompiers, donc du SDIS de Guyane, les services du SAMU, donc toute la partie médicale et traitement des urgences médicales absolues ou toutes relatives. J'ai également la charge de coordonner et d'animer les actions qui sont portées par les forces de sécurité intérieure. Ici, on est en zone gendarmerie, donc ce sont les gendarmes qui étaient à pied d'œuvre pour sécuriser la zone et pour faire les premières localisations des victimes en forêt. Donc le sous-préfet qui est dépêché sur place sur le poste de commandement opérationnel est en fait l'ensemblier, le coordinateur. Ces exercices sont nécessaires pour l'entraînement et la coordination des équipes sur le terrain. Ils sont confrontés à des scénarios catastrophes auxquels ils sont peu habitués. Ce genre d'intervention quand même, c'est pas courant. Le nombre de mémoire, le nombre d'avions qui sont tombés en Guyane, on peut les compter sur le doigt de la main. Mais c'est vrai que c'est pour cela d'ailleurs qu'on fait l'exercice, qu'on se prépare à ce type d'exercice. Nous sommes plutôt habitués aux accidents de la route, aux accidents, je dirais, de moindre importance. Mais ce type d'exercice, je le répète, nous permet de nous préparer. Pour l'exercice de secours aéroterrestre, une centaine de personnes a participé au scénario. Pompiers, gendarmerie, SAMU et la Croix-Blanche ont été mobilisés pour porter secours aux fausses victimes. Le dernier exercice en date datait de 2015. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Les conclusions de la première journée de la 4e rencontre des Apaches anti-Guyane. Et puis la piscine de Rivière-des-Pères ne fermera pas ses portes. Mais quelle solution alternative propose la communauté d'agglomération? Nous le verrons. Quelle place pour les personnes en situation de handicap dans la société moderne? L'ensemble des Apaches des Antilles-Guyane, c'est-à-dire les associations pour adultes et jeunes handicapés, sont rassemblées en ce moment dans le cadre des assises autour du handicap dans un hôtel du Gosier. Au cœur de leur discussion, la question de l'accessibilité universelle. Reportage Anne-Elisabeth Artsen, Moïse Dexter. Les Apaches des départements français se sont donné rendez-vous ce matin à Paul-Madou pour leurs premières assises. Objectif, échanger et travailler autour de la place du handicap dans notre société. Cette matinée, c'était parler avec les autres, des étudiants, des familles, des personnes qui ne sont pas Apaches, et de parler de cette question de l'évolution de la société vers une société inclusive. Donc on va revenir vers nos travaux entre nous, mais il était important d'avoir ce moment public d'échange sur la place, la citoyenneté de l'homme et de la femme en situation de handicap en Guadeloupe, mais aussi dans l'ensemble de la République. Avec l'émergence de l'action sociale en Guadeloupe, l'accent a également été mis sur la solidarité et ses échos dans notre société actuelle. Progressivement, on en arrive à une action sociale qui est fondée sur les institutions. Et donc c'est un peu le cheminement que j'ai fait ce jour avec l'auditoire, et pour montrer quel lien il pourrait y avoir entre les actions qui sont menées aujourd'hui, les représentations aussi que nous pouvons avoir aujourd'hui, aussi bien du handicap, mais les représentations que nous avons de l'action sociale et l'histoire que nous avons eue des solidarités. C'est un peu le sens de cette intervention. Les assises des Apaches se tiendront jusqu'au samedi 20 janvier. Des articles et des actes seront alors rédigés pour tous les territoires d'outre-mer afin d'apporter davantage de solutions aux personnes en situation de handicap. Et Lucette Michaud-Chevry exclut l'idée de fermer la piscine de Rivière-des-Pères. Elle l'a affirmé ce matin lors d'une conférence de presse. En revanche, la présidente de la communauté d'agglomération du Sud-Bastère envisage l'installation d'une piscine en eau de mer en attendant la réouverture justement de l'équipement. Reportage Yvon Lemar. Les analyses des canalisations de la piscine de Rivière-des-Pères n'ont rien révélé, mais après expertise, d'autres pistes sont envisagées pour trouver la cause de la fuite. La structure elle est micro-fissurée, donc d'où il y a un passage d'eau important qui se fait. Donc vous savez, de l'eau chlorée qui circule dans une structure en béton risque d'endommager le ferraillage, éventuellement de faire des micro-poreux sur le béton.
Donc on doit avoir une analyse d'un ingénieur béton pour pouvoir pour donner suite à l'analyse complète. De nouveaux experts ont été mandatés pour poursuivre les investigations. Un bilan a été établi et des préconisations ont été faites. C'est une piscine dont on voit que toutes les surfaces sont en bon état, bien entretenues, qui, en dépit de son âge relativement avancé, effectivement permet encore de garantir son rôle structurant, permet de garantir l'offre sportive sur le territoire de la Guadeloupe tout entière, voire des Antilles. C'est un bel équipement. Effectivement, il faut tout faire pour pouvoir le maintenir dans cet état-là. C'est d'abord s'assurer que le béton est toujours en bon état. Le béton, c'est-à-dire ce qui fait la structure même de la piscine. Une fois que ce constat aura été fait, effectivement, remettre une bâche, ce qu'on appelle un liner, une membrane armée en fait, qui va en garantir l'étanchéité, et en simultané prévoir les travaux qui garantissent la bonne qualité des eaux. Et tout sera reparti pour quelques dizaines d'années. Du côté de la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbes, on assure que tout sera fait pour réhabiliter cette piscine dans les meilleurs délais et des solutions alternatives ont été trouvées en attendant. On ne peut pas laisser nos jeunes, alors que la natation fait partie d'une discipline obligatoire au niveau scolaire, sans rien. On nous dit, essayez de mettre une piscine en eau de mer en attendant que les travaux soient terminés. De toute façon, cette piscine en eau de mer va servir plus tard. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait des demandes d'études de la qualité de l'eau pour construire une piscine qui va coûter 200 000 € et nous allons trouver l'argent pour le faire. Ça permettra à nos enfants de nager. Poser une piscine en eau de mer ne prend pas beaucoup de temps. Tout le problème réside en la qualité de l'eau. Si l'eau de la zone est acceptable, ça peut aller très vite. Si l'eau n'est pas acceptable, il faut que je cherche un autre pôle et voir avec les maires de la communauté de communes quel est le pôle mieux. Est-ce que c'est Baïf? Est-ce que c'est Vieux-Fort? On va le voir après. De nouvelles analyses de la piscine seront lancées. Les résultats devraient être connus dans un mois environ. Et autre structure qui suscite des inquiétudes et des crispations à Basse-Terre, le stade de football de Rivière-des-Pères. Depuis le passage de l'ouragan Maria, la structure endommagée a été fermée au public par la communauté d'agglomération de Grand Sud Caraïbes. Depuis, aucune solution de remplacement n'a été mise en place, ce qui provoque la colère des dirigeants des clubs sportifs qui ont publié aujourd'hui un communiqué réclamant plus de transparence à la collectivité. Reportage Yvan Lemar. Dans ce communiqué de presse, les clubs dénoncent l'absence d'informations sur la situation du stade et demandent la réparation rapide de cette structure utilisée par 14 clubs du Sud Basse-Terre. Aujourd'hui, nous sommes dans l'expectative. Nous sommes face à une opacité, nous n'avons pas d'informations, nous ne savons pas où en est la réparation, nous ne savons pas où en est la CSBT avec le montant des dégâts, nous savons rien du tout. Nous avons été conviés à aucune réunion et ce n'est pas faute d'avoir interpellé, c'est pas faute d'avoir écrit à la CSBT pour avoir des informations sur cette structure, pour savoir où nous en sommes, à quelle échéance les réparations vont se faire et tout ce qu'on doit savoir pour qu'on puisse s'organiser face à cette situation. Du côté du Grand Sud Caraïbes, on déplore cette polémique et la méthode employée par les clubs. Pour le moment, un bilan précis des dégâts n'a pu être établi et pour des raisons de sécurité, le stade doit rester fermé. C'est une structure qui est ouverte au public. Je me dois d'assurer la sécurité. Tant que les experts ne me diront pas « vous pouvez y aller », je ne peux pas laisser le stade ouvert. Jeudi, nous avons réunion avec un opérateur qui vient avec un spécialiste pour regarder l'état de la structure et savoir les décisions à prendre. C'est à partir de ces décisions que la CSBT va se prononcer. Mais nous avons déjà pris une délibération désignant des opérateurs pour regarder l'état du stade et savoir les actions à mener. Cela nécessite que nous respections une procédure. D'autres actions sont prévues par le collectif des associations. Pour le moment, aucune rencontre n'est prévue entre les deux parties. Le stade de Rivière-des-Pères reste fermé jusqu'à nouvel ordre. Et comme chaque année, la ville du Moule ouvre son patrimoine au grand public. La très connue manifestation Moule en héritage a débuté la semaine dernière.
un mois d'animation et de réflexion autour du patrimoine et de la transmission. Pour nous en parler ce soir, la présidente de la commission culture de la ville du Moule nous a rejoint sur ce plateau. Sylvia Sermonçon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On le sait, la ville du Moule a été bâtie sur un patrimoine immatériel et matériel inestimable, notamment avec l'apport des Amérindiens, qui constitue l'une des clés majeures de l'histoire de notre culture. Première ville, port maritime aussi, qui relie la Guadeloupe à l'Europe. Quelle richesse souhaitez-vous transmettre à la jeune génération? Sur quel point souhaitez-vous mettre l'accent? Cette année, nous avons choisi comme thème transmettre pour faire grandir. Donc, on est sur l'éducation, l'éducabilité. Et l'idée pour nous, c'est de voir quels sont les outils, les moyens de promotion et de transmission qui sont mis en œuvre pour transmettre à la fois le patrimoine matériel et immatériel, comme vous le disiez. De nombreuses animations sont prévues autour des pratiques d'antan avec les balades en charrette, les démonstrations de chailler de l'eau, les baptêmes de popote. Mais j'ai noté une conférence qui aura lieu le 28 janvier à la bibliothèque multimédia du Moule sur comment utiliser le patrimoine et la culture pour éduquer nos enfants. La culture peut nous aider à éduquer nos enfants? Alors nous savons que la culture, c'est quand même l'ensemble des savoir-faire, des connaissances, mais aussi des coutumes qui appartiennent à une population, à une population. Donc pour nous, transmettre la culture, c'est une démarche, mais surtout, c'est important que la jeunesse aujourd'hui puisse s'approprier sa culture pour demain et pour aussi la préserver pour l'ensemble des générations à venir. Parce qu'on est quand même on n'est pas sur un héritage génétique, on est sur une volonté et c'est une construction de population. Et c'est pour nous un acte fondamental et c'est la raison pour laquelle nous avons associé l'éducation nationale, donc les écoles, à nos actions, parce que nous voulons sensibiliser la population, les jeunes, dès le plus jeune âge. Donc l'ensemble des écoles, des établissements scolaires sont associés à notre manifestation. Et vous avez choisi justement une figure d'exception comme marraine? Alors la marraine, donc c'est Madame Mougeot, c'est une ancienne sage-femme très connue au Moule. Et qui nous permet, enfin, on l'a mis à l'honneur parce que pour nous c'est une référence. Elle a été sage-femme, elle a beaucoup œuvré dans les associations de manière bénévole. Et aujourd'hui pour nous c'est une façon à la fois pour la population, pour la ville du Moule de reconnaître ses actions, mais aussi surtout de montrer à notre jeunesse qu'il y a des références encore dans la ville qui ne sont pas connues certainement, mais qui méritent d'être mises en valeur. Une vie qui a été justement tournée exclusivement vers les autres. Quels seront les autres temps forts de ce mois de Moule en héritage? Alors nous avons, vous l'avez dit tout à l'heure, donc à l'habitation des rangs, cette grande journée en fait avec des actions autour des petits rangs avec l'association des baroudeurs. Donc nous aurons aussi nous avons le village artisanal qui va se dérouler le 4 février. Et cette occasion, ça sera l'occasion de recevoir, de réunir l'ensemble de la population moulienne le matin avec la messe traditionnelle du patrimoine, le défilé, le village artisanal. Et ça ne s'arrête pas là parce qu'à 15h l'après-midi, nous aurons un défilé en charrette à bœufs, les charrettes à bœufs déguisées avec les deux associations, donc les frappeurs et les baroudeurs de nouveau. Et le soir, un bal populaire où nous allons retrouver toute la population, à la fois moulienne, mais aussi du Nord-Grande-Terre et de la Guadeloupe de manière générale. La ville du Moule est une ville qui attire énormément de visiteurs. Sylvia Sermonçon, vous êtes une femme de culture. Avez-vous le sentiment qu'en Guadeloupe, la population a vraiment pris conscience de l'importance de son patrimoine et de la contribution de sa civilisation au progrès de l'humanité? Alors, peut-être pas assez. Il y a des actions qui sont effectuées dans l'ensemble des villes, par les associations aussi, parce qu'on sait qu'il n'y a pas que les institutions publiques, mais également les associations, l'éducation nationale, mais peut-être pas assez. Et justement, pour nous, il faut vulgariser justement ce patrimoine, il faut vulgariser cette culture pour démocratiser aussi, pour que ça devienne naturel, pour aussi l'avenir et surtout, on le disait, la construction de notre humanité et la construction de notre Guadeloupe. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais nous sommes très confiants et moi particulièrement je suis très optimiste et je pense que nous travaillons en ce sens et nous avons à cœur justement de transmettre cet héritage. La raison pour laquelle d'ailleurs on est sur du Moule en héritage. Merci Sylvia Sermonçon d'avoir accepté de répondre à nos questions. Ce soir je rappelle quand même que le programme est disponible sur le site de la ville. J'imagine d'autres dépliants.
Oui, donc c'est lemoule.fr, c'est tout simple, les pages Facebook, et puis je vais quand même communiquer le numéro de téléphone 05 90 23 11 91 pour le service culturel. Et merci de m'avoir reçu ce soir. Merci à vous pour votre présence ce soir. Maintenant, nous partons à la découverte de l'univers de Victor Permal. Il s'agit d'un artiste plasticien d'origine martiniquaise qui s'est fait connaître justement dans l'Afrique subsaharienne. L'artiste peintre expose en ce moment ses nouvelles œuvres à l'Atrium en Martinique, une exposition nommée Phoque Nougat des Pouvets, des œuvres abstraites qui reflètent la société martiniquaise. Le reportage est signé Alizé Lutran, Guy Raphaël René. On regarde ensemble. Voilà 40 ans que Victor Permal s'exprime à travers ses œuvres. Sa technique reste inchangée. Il étale la matière à l'aide d'outils bruts, comme les truelles de maçon. C'est dans son étable chez lui, au Morne Rouge, qu'il dépeint la société martiniquaise. Son pinceau, guidé par sa passion pour le monde équestre. Parce que ce qui est intéressant, c'est le mouvement dans l'équitation. C'est la correspondance entre l'homme l'humain et le cheval. Et puis, épouser les allures, faire qu'ils puissent se sentir bien. Bon, ça, c'est extra. Des œuvres abstraites, comme sculptées sur la toile, vives, colorées, que chacun interprète à sa façon. C'est pas à moi de dire ce que c'est des gens qui regardent et qui éprouvent et qui creusent avec mes recherches. Donc voilà, quand on creuse avec une œuvre, bon, elle peut résister, elle peut au contraire séduire, elle peut énerver. Victor Permal était un ami proche de Coco René Corail, avec qui il a un temps partagé le même toit et confronté ses œuvres. Son style est aujourd'hui une véritable inspiration pour la jeune génération, comme pour ses étudiants en art. Comme matériau, il utilise du médium et ça fait une autre densité à la peinture en fait. Ça transforme la densité de la peinture et c'est sublime. Tout coïncide, donc les couleurs vont tout ensemble, les formes vont ensemble, donc c'est vraiment ça qui me plaît en réalité dans son travail. C'est justement le côté abstrait des œuvres et ça me fait penser un petit peu aux œuvres de Soulage mais avec plus de figuration. J'ai beaucoup aimé ces œuvres parce qu'on voit quand même qu'il y a une belle culture en Martinique par rapport à ces œuvres. L'univers de Victor Permal est ouvert au public jusqu'au 25 février prochain. Au détour de l'exposition, vous croiserez certainement l'artiste qui garde toujours un œil sur les visiteurs, sa première source d'inspiration. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant à vos stylos. Les plannings de tour d'eau continuent avec des coupures prévues demain à Goyave et aux Abîmes dès 18h. Un retour à la normale est prévu dans les robinets le lendemain à 6h du matin. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au centre commercial de Destrel en Abemao de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mardi 16 janvier. Aujourd'hui, la grève des surveillants de prison régulièrement agressés et insultés. Les gardiens de prison avaient rejoint le mouvement de protestation nationale et ils promettent de se mobiliser de nouveau si leurs revendications ne sont pas satisfaites d'ici jeudi. Et puis, faut-il croire les élus sur le dossier de l'eau? C'est la question que se posent les collectifs, les comités d'usagers de l'eau. La déclaration solennelle de 4 présidents de communautés d'agglomération n'a pas éclairci l'horizon quant à une gouvernance et n'a pas convaincu. Et puis, que faire de nos déchets dangereux et non dangereux? La région Guadeloupe a lancé ce mois-ci une vaste concertation. Il s'agit d'un plan de gestion des déchets sur les 12 ans à venir, un secteur qui pourrait entraîner des investissements qui pourra agir favorablement sur l'emploi. Et la piscine intercommunale de Rivière-des-Pères ne fermera pas ses portes. Elle sera remise en état, assurée la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbe. En attendant, c'est une piscine de mer qui pourrait pallier le manque de cette infrastructure. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV. On se retrouve demain à 18h47.